Bonjour, ici Alizé Calza. Bienvenue à Top Chrono. Cette semaine, à l'émission, nous partons à la rencontre de différents organismes sociaux et culturels. Une branche méconnue du Cirque du Soleil dans les rues de Montréal. Un défi au quotidien pour une épicerie, pratiquer le zéro déchet. Le laboratoire Culture Inclusive, qui permet l'accès aux arts aux personnes marginalisées. Le doublage au cinéma, comme revendication de l'identité culturelle québécoise. Tout cela et bien plus encore, en 27 minutes, Top Chrono. Alors que nous connaissons tous le Cirque du Soleil pour ses spectacles colorés, nous en savons un peu moins sur son volet social. Le cirque hors-piste a été initié en 1995 par le Cirque du Soleil. Il s'agit d'un organisme social qui s'occupe des populations marginalisées. Nous les avons rencontrés à l'occasion de leur barbecue biannuel, lors duquel ils offrent des ateliers ambulatoires. Un reportage de Julia Mercier et Alizé Calza. Les instructeurs du cirque hors-piste utilisent les arts du cirque comme un outil d'intervention sociale. Le cirque, pour moi, c'est inclusif, donc c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde peut y trouver son compte. Basé à Montréal, Hors-piste propose plusieurs volets d'activités pendant l'année, comme des ateliers hebdomadaires, des créations collectives ou encore des ateliers ambulants. Ils se rendent dans des parcs ou dans d'autres associations pour approcher les gens qu'ils pourraient aider. Aujourd'hui, on est dans un organisme qui s'appelle Plein Milieu, donc on vient un peu offrir un atelier de cirque aux gens qui participent à leur barbecue. Ariane Bisson-Cardin est maintenant aide-instructrice à Hors-piste, mais ça n'a pas toujours été le cas. L'organisme l'a approchée à de nombreuses reprises avant qu'elle ne s'investisse dans les activités du cirque. J'étais dans la rue, puis je vivais toutes sortes de situations. Dans ce temps-là, c'est ça, je me faisais aborder par le cirque parce qu'eux, ils vont faire du recrutement dans les organismes, puis moi, j'allais manger aux Pops. Ce n'est que quelques années plus tard qu'elle a décidé d'essayer. Malgré les difficultés, le cirque l'a aidée à se réintégrer à la société. Avec le cirque social, ça m'a vraiment comme aidé à me rappeler du potentiel que j'ai au fond de moi, puis de reprendre confiance, autant en moi qu'en les autres, puis aussi avoir confiance en les services plus communautaires, sociaux. Hors-piste lui a offert une situation, un travail, un salaire et la mise en relation avec des organismes qui pourraient l'aider. Maintenant, elle vit dans un appartement toute seule. Depuis le 1er août, je suis rendue avec un appart, puis j'ai commencé aussi à étudier à l'École nationale de cirque pour devenir instructrice en art du cirque. Le cas d'Ariane n'est pas isolé, étant donné que la plupart des aides-instructeurs du cirque hors-piste sont des anciens élèves. Julia Mercier pour Top Chrono. Pour cette émission, nous vous accueillons dans les locaux d'Art Gang. Située sur la rue Saint-Hubert, cette galerie veut donner une place plus officielle à l'art de rue. Le concept de ce lieu est un mélange entre une galerie d'art, une boutique et un café. Un espace de collaboration pour des artistes de tous les horizons. Entre l'art visuel et la musique, de jeunes créateurs québécois et d'ailleurs y trouvent une plateforme de visibilité. Actuellement entre deux expositions, le seul tableau que nous pouvons contempler est celui de l'artiste Elmac. Connu pour ses murales, il s'est rendu à Montréal en automne dernier pour réaliser une fresque au coin de Bellechasse et Saint-Hubert. L'un des objectifs de la galerie est de faire rayonner l'art et la créativité sur la scène culturelle québécoise en rendant accessibles des artistes underground. Dans ce cadre de création, partons tout de suite à la découverte d'autres projets culturels et sociaux. Nous partons à la découverte d'une tendance qui allie les objectifs sociaux et environnementaux du développement durable. Comment agir en tant qu'individu pour aider l'environnement? On pense toujours à réduire notre consommation d'électricité et d'eau, manger local ou moins utiliser notre voiture. Mais certains tentent de résoudre le problème en réduisant leurs déchets. Notre journaliste, Charlotte Mondou-Fournier, s'est rendue à l'épicerie Locaux qui se veut zéro déchet, car elle offre à ses consommateurs des produits en vrac, utilise des pots en consigne et des emballages 100% recyclables. Charlotte, on remarque l'émergence d'épiceries qui veulent réduire leurs emballages. Mais est-il possible que ces commerces aient réellement une empreinte écologique zéro en matière de déchets? Non, ce n'est pas encore le cas.
En fait, même si ça peut paraître paradoxal, plusieurs épiceries zéro déchet produisent encore des déchets en magasin, ne serait-ce que pour fonctionner, mais ça pourrait changer d'ici quelques années. En fait, c'est ce qu'espère Marie-Soleil Lallier, copropriétaire de locaux, qui vise l'élimination de tous les déchets, principalement des matières recyclables comme le carton, d'ici quelques années. On l'écoute. Donc, c'est un objectif, un idéal à atteindre. Quand tu le fais dans ta vie personnelle, c'est un processus qui peut prendre de 1, 2 ou 3 années. En tant que commerce, nous, c'est la première fois qu'on fait ça. Puis on va voir à la fin de l'année jusqu'où on va avoir été capable de se rendre. Mais on s'attend à ce que ce soit un processus qui prenne plusieurs années là, avant d'atteindre la perfection, si on arrive à l'atteindre. Le principal défi de Marie-Soleil Lallier et son équipe, c'est de convaincre les fournisseurs de locaux de livrer la marchandise dans des contenants réutilisables, comme par exemple des carafes en verre pour le lait ou des bacs lavables en plastique pour les fruits et légumes. Il semblerait que les petits fournisseurs soient mieux disposés à changer leur méthode de distribution que les gros joueurs. Par contre, il est encourageant de constater que le bilan d'épiceries comme locaux est nettement supérieur à celui d'épiceries traditionnelles en ce qui a trait à la production de déchets. Finalement, il reste à voir si l'émergence d'épiceries comme locaux aura un impact sur les méthodes, les habitudes de consommation des Québécois à grande échelle. Merci Charlotte. Place à la culture maintenant avec le laboratoire Culture inclusive. Les initiatives artistiques et culturelles occupent une place importante dans notre société, mais ne sont pas accessibles à tous. Les populations dites marginalisées sont souvent exclues de ce genre de projet. Pour remédier à ce problème, l'organisme Execo, ainsi que 11 institutions culturelles et 7 institutions sociales, se sont réunis pour créer une charte culturelle d'ici 2019. Un reportage de Kim Benoît-Lapointe et Émilie Stern. Moi, c'était comme la première fois que j'allais voir le violon. Comme le stipule l'article 27.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. C'est dans ce but que le laboratoire Culture inclusive voit le jour. Rendre accessible à tous l'art et la culture, plus précisément aux personnes à risque d'exclusion sociale, comme par exemple les immigrants, les sans-abri, les déficients intellectuels et beaucoup d'autres. Les personnes exclues ou à risque d'exclusion, marginalisées, c'est un groupe qui est très hétérogène. Alors, il y a beaucoup de définitions qui passent par les manques, mais une autre façon de le regarder, c'est plutôt sous l'angle des droits, c'est-à-dire c'est des personnes qui se trouvent en situation de non-possibilité de pouvoir exercer des droits. Ce projet fut lancé le 19 octobre 2016 par Execo, un organisme d'innovation sociale basé à Montréal depuis 2006. Ils utilisent les arts et la philosophie pour inclure les personnes exclues ou à risque d'exclusion. La mission, principalement, c'est l'inclusion par la créativité, que ce soit la créativité artistique, donc par les différents médiums culturels, ou la créativité par la pensée, la philosophie, les sciences sociales. L'organisme Execo s'est associé avec le groupe des 11. Il constitue les plus grandes institutions culturelles de Montréal, par exemple les Grands Ballets canadiens, le Théâtre du Nouveau Monde, l'Orchestre symphonique de Montréal, l'ATOU et plusieurs autres. Ils ont tous décidé de prendre part au projet pour donner la chance aux différents participants de collaborer à des activités artistiques ou d'assister à des spectacles de tout genre. Leur but est d'établir sur une période de 3 ans une charte culturelle afin de rendre égalitaire l'accès aux institutions culturelles. De faire ce genre d'expérimentation, de pouvoir mieux comprendre et de là d'arriver à une charte, je pense que c'est important pour au moins 2 raisons. La première, c'est que on va avoir un effet miroir sur la société et à travers la charte, on va pouvoir lui montrer qu'il y a des droits, il y a des responsabilités, il y a des devoirs qui incombent à tout et chacun. D'un autre côté, ça peut aussi permettre de comprendre que tout n'a pas à être consommé ou produit culturellement. De faire comprendre que la culture est un moyen hyper important pour l'apprentissage, pour en fait socialement c'est une richesse incroyable.
Malgré une amélioration notable de l'accessibilité culturelle avec, par exemple, la politique culturelle du Québec adoptée en 1992 et la politique culturelle de Montréal Métropole culturelle adoptée en 2005, la Ville de Montréal doit continuellement se réajuster face aux réappropriations, aux adaptations et aux mises en œuvre locales. C'est dans cette optique que des organismes regroupant des personnes à risque d'exclusion se sont aussi associés au projet. Ils ont pour objectif d'organiser des sorties et activités culturelles pour commencer l'inclusion et observer les réactions, dans l'espoir de pouvoir diversifier les regards sur les arts et renouveler les approches d'inclusion culturelle. On ne pouvait pas passer à côté de ce projet qui ouvre les portes de la culture montréalaise et qui défait un peu les préjugés et qui permet aux membres surtout de prendre part et d'avoir une voix. Ce qui est beau, c'est ça, c'est l'ouverture dans différents milieux qu'on n'a pas l'habitude d'aller. Execo collaborant avec des comédiens professionnels, met aussi en place le théâtre invisible. Il s'agit d'une forme voilée de mise en scène théâtrale au sein d'espaces publics et à l'insu de la population. Cela permet d'interroger ce qui est observé au sein des institutions lorsque la population est confrontée de manière inattendue et improvisée à des enjeux d'accessibilité. Les résultats de ces expériences seront rendus publics et aideront les institutions concernées à s'améliorer. Ce qu'on propose, c'est de créer, monter des petites scènes qui mettent en problème les enjeux d'accessibilité aux institutions culturelles. Chaque étape de recherche sera adaptée selon les participants. Chacun devra émettre un rapport sur son expérience afin de permettre aux chercheurs d'optimiser leur capacité à comprendre et analyser les milieux culturels. Ces sorties sont séparées en 3 volets. Un volet préparatoire, la sortie culturelle et la 3e rencontre servira à faire un bilan des observations apportées lors de la sortie. Les personnes concernées semblent impatientes d'en découvrir davantage et trouvent l'idée plus que positive. Oui, j'ai d'apprendre plus d'observer. Nous devrons attendre 2019 avant d'obtenir le résultat des recherches qui mèneront à la charte du laboratoire culture inclusive. Kim Benoît-Lapointe pour Top Chrono. Restez avec nous. Dans quelques secondes, on reçoit Kim Benoît-Lapointe pour nous parler de ce reportage. Nous sommes en présence de Kim Benoît-Lapointe, une des 2 journalistes sur le reportage que nous venons de voir. Bonjour Kim, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Peux-tu nous expliquer un peu mieux en quoi consiste l'organisme Execo? Oui, en fait Execo, c'est un organisme d'innovation sociale qui utilise en fait la créativité pour l'inclusion. Donc, c'est une mise en forme pour la prévention de l'exclusion sociale. Donc, toutes les personnes à risque, un peu comme on l'a expliqué au reportage, les sans-abri, les immigrants, les déficients intellectuels, etc. En fait, ils veulent agir positivement sur la société pour mieux les inclure. En quoi l'accès aux arts aux personnes marginalisées est-il important en dehors du fait qu'il s'agisse d'un droit fondamental? Bien, Marvin Clairvaux, que j'ai rencontré, me parlait un peu de son expérience lorsqu'il était allé à l'Orchestre symphonique métropolitaine et me disait lui-même qu'il savait pas quand applaudir. Alors, il y a une espèce de code qui doit être dit et enseigné un peu. Alors, pendant ces sorties-là, la première rencontre préparatoire à la sortie. Ensuite, il y a la sortie. Pendant la sortie, ils utilisent leurs grilles qui ont été établies avec Execo et l'institution. Alors, cette grille-là, c'est ça, ils vont remplir leurs observations, ce qu'ils remarquent, ce qu'ils aiment pas. Et la 3e rencontre, c'est le bilan, en fait, avec Execo, l'institution et les organismes sociaux impliqués. Alors, cette accessibilité, pourquoi l'art ne serait pas accessible à tous? C'est aussi ça. D'accord. Et tu pourrais me parler des autres projets d'Execo? Oui. En fait, c'est ça. Comme j'ai dit, leur projet tourne vraiment tout autour de l'inclusion sociale par la créativité. Donc, il y a un projet qui se nomme Culture partagée, qui est un peu le même principe que les recherches qu'ils font pour la charte. Donc, des sorties culturelles dans des institutions, que ce soit au théâtre, à l'opéra, etc., ou au Musée des Beaux-Arts aussi, ils font beaucoup d'art plastique. Parce qu'on s'entend, c'est pas juste aller voir un spectacle. Alors, aux cultures partagées, ils font des ateliers de médiation par rapport aux arts et de les impliquer, en fait. D'accord. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à mes questions. Chaque année, les initiations universitaires suscitent de nombreuses réactions.
Elle soulève de l'inquiétude, de la colère et une volonté de réforme au plus haut sommet du gouvernement. D'autres insistent sur la prévention et la sensibilisation. Mettre des limites au comportement excessif représente un vrai défi pour le milieu associatif universitaire. Écoutons une étudiante impliquée dans la vie de son campus. Vraiment, cette définition du consentement est de mettre ses propres limites à son comportement, comme dans n'importe quelle activité où l'alcool va rentrer en jeu. Dans les bars, les clubs, les jeunes sont souvent confrontés également à ce genre de dilemme. C'est exactement pareil pour les initiations. Le sport pour motiver les jeunes en difficulté scolaire, c'est le pari que s'est lancé l'organisme Pour 3 points. Il forme des coachs à la fois sportifs et de vie qui sont ensuite envoyés dans plusieurs écoles de la région de Montréal. Le concept s'applique aux jeunes défavorisés. Résultat, ces jeunes sont plus autonomes, plus responsables et leur comportement s'améliore. À l'origine de ce programme, Fabrice Ville, le fondateur de Pour 3 points. Benjamin Lévesque et Pierre-Yves Robert ont recueilli ses propos. Notre outil ou notre véhicule de transmission de ce rôle-là, de transférer la motivation du sport à la vie, mais ça se passe via l'entraîneur. Donc, plutôt d'accompagner un jeune, c'est de former un coach qui, lui, va avoir un impact auprès de plusieurs jeunes par année. Vendre 80 magazines en 1 heure, voilà le défi que se sont donnés Joanne Despins et Joe Redwich le 22 septembre dernier. Joe Redwich est Camelot pour l'itinéraire, groupe qui œuvre à la réinsertion sociale de personnes en difficulté en leur offrant de vendre le magazine et de participer à sa rédaction. L'établissement accueille ses membres dans son café, lieu d'échange et d'entraide. Joe a été choisi pour participer à la 3e édition de Camelot d'un jour, l'événement phare de l'itinéraire où des célébrités s'associent aux Camelots pour leur donner de la visibilité et sensibiliser les passants à la réalité de leur travail. Elle est accompagnée à cette occasion par l'animatrice de l'émission L'épicerie, Joanne Despins. Clara Forenza et Anne-Hélène May sont allées à sa rencontre. Les gens n'ont pas idée comment ça peut être difficile de capter l'attention des passants sur la rue comme ça. Là. Les gens sont dans leur bulle, c'est l'heure du lunch, ils ont un objectif, sont entre amis, sont en train de se détendre aussi beaucoup. Il y a beaucoup de touristes qui n'ont aucune idée qui sont les Camelots. Il y a des anglophones qui ne connaissent pas l'itinéraire. Donc, pour capter leur attention, là, c'est du beau sport. Grâce à l'aide de Joanne Despins, Joe Redwich sensibilise les passants à sa vie quotidienne et sa réalité de Camelot. Pour elle, c'est une manière originale d'attirer l'attention des citoyens. Une façon de faire connaître ces personnes en situation de difficulté économique et sociale. Le palmarès des journaux vendus lors de cet événement est affiché sur le site de l'itinéraire. Avec l'aide de l'animatrice de l'émission L'épicerie, Joe Redwich a pu vendre 61 magazines en 1 heure. Une preuve que la participation des célébrités permet aux Camelots d'obtenir plus de visibilité. Dans 4 minutes top chrono, le doublage de films en français québécois. S'agit-il d'une revendication culturelle ou d'un argument économique? Le restaurant Robin des Bois vient de fêter ses 10 ans cette année. Connu pour reverser ses profits à des organismes de charité, il accueille également de nombreux bénévoles qui viennent chaque jour mettre la main à la pâte. Jean-Pierre Denis est l'un d'eux. Il est là depuis le début et considère ce restaurant comme une seconde famille. Nos journalistes, Emeline Andréani et Charlotte Simon, se sont rendus au boulevard Saint-Laurent pour le rencontrer. On l'écoute tout de suite. Tu vois, là, toute la soirée, il faut que je me répète Valérie, Clara et Mathilde. Comme tous les vendredis, Jean-Pierre Denis commence son service à 17h. Pour ce restaurateur de profession, l'aventure au Robin des Bois a commencé il y a maintenant 10 ans. S'il est resté depuis, c'est pour son amour du métier, mais surtout pour l'esprit familial et accueillant du restaurant. On a une belle clientèle parce que les gens savent qu'ils viennent pour une bonne mission. Ils connaissent la mission du restaurant maintenant après 10 ans. Et puis, ils savent que ce n'est pas nécessairement des professionnels qui travaillent sur le plancher, ce qui fait que les gens sont conciliants. Ce concept-là, c'est Judy Servet qui l'a imaginé. Désireuse de faire découvrir le bénévolat en dehors des milieux difficiles, elle a créé le Robin des Bois, où employés et bénévoles se soutiennent. Une recette efficace qui apporte une grande dynamique au sein du restaurant, selon la gérante. Ça apporte tout au restaurant, dans le sens que ça apporte l'énergie, le vibe, l'atmosphère. Donc, les gens qui viennent, on ne sait jamais avec qui on travaille. Pour nous, les employés, bon, c'est intense travailler ici, avec le bon et le mauvais de l'intensité que ça peut apporter. La plupart des bénévoles n'ont ainsi aucune expérience dans le domaine de la restauration. Un détail qui ne freine cependant pas les clients qui viennent toujours plus nombreux au Robin des Bois. L'une des principales raisons est bien sûr la qualité des plats, mais la mission sociale favorise également leur choix.
Sans but lucratif, ben, c'est plus intéressant d'encourager un restaurant comme ça qu'un autre restaurant d'un restaurateur qui a déjà plein d'établissements, par exemple. Ce concept de bénévolat a permis au restaurant de récolter 85 000 $ de profit, qui a été par la suite reversé à 4 organismes de charité. Le Chaînon, le Refuge des Jeunes, Jeunesse au Soleil et Saint-Tropol Roulant. Et si Judy Servet a déjà de nombreux projets en tête comme créer un jardin au sein du restaurant, elle n'envisage toutefois pas de se séparer de ses bénévoles, qui représentent, pour elle, la réussite du Robin des Bois. C'était Emeline Andréani pour Top Chrono. Montréal a longtemps détenu une place de choix en matière de doublage de films. Pourtant, depuis quelques années, le secteur connaît une crise sans précédent au Québec. Mais malgré la crise, la province continue de doubler des films déjà doublés en français de France. On pourrait se demander la raison à cela. Est-ce pour une question économique ou une revendication de l'identité culturelle québécoise? Un reportage d'Amélie Carrier et Victor Catrin. Allez, fais pas le con, mène-toi, connard, jette ton flingue. Ça, c'est doublé en France. Fais pas l'idiot, jette ton fusil et suis-moi. Ça, c'est doublé au Québec. Le doublage de film est un métier méconnu du grand public. Ces artisans travaillent dans l'ombre et jouent un rôle important dans l'industrie du cinéma au Québec. On a voulu connaître cette profession qui fait vivre près de 700 artistes dans la province. Qu'ils soient acteurs, doubleurs ou techniciens, ils rendent le cinéma international accessible à tous. Le métier de doubleuse, c'est de coller à une version originale qui est dans une autre langue, évidemment, mais qui n'est pas la nôtre. Et on dit souvent qu'un bon doublage, ça va être un doublage qui se fait oublier. Donc, c'est pour ça souvent qu'on demande qu'on travaille dans un français international, pas trop de joual, puis même les doublages, des fois, faits en France avec un fort accent parisien, ça dérange parce que tout à coup, le doublage prend énormément de place. Ce que je retiens plus de mon métier, c'est le plaisir en studio, puis la rigueur. Et on essaie de bien faire les choses aussi parce qu'il y a eu un temps où, au Québec, on disait que les doublages n'étaient pas bons. Puis autant, il y a parfois de mauvais doublages, mais il y a des doublages de très grande qualité. Malgré la concurrence, le Québec a fini par se tailler une place importante dans l'industrie du doublage. Mais comment la province se démarque-t-elle par rapport à la France et aux autres marchés dans la francophonie? Et quelles sont ses particularités? Un film doublé en France et un film doublé au Québec ont une grande, grande différence. D'abord, en France, ils vont caster en fonction du rôle et de sa mission dans le film. Par exemple, si la personne est un comptable, ils vont lui donner une voix de comptable. Ici, on connaît tellement Tom Hanks, parce qu'on l'a vu dans des entrevues, parce qu'on se promène dedans, que la voix de Tom Hanks, si Tom Hanks parle comme ça, mais qu'en français il va parler comme ça ne marchera plus. Les Québécois veulent se reconnaître dans les longs métrages qui leur sont présentés à l'écran. C'est avant tout une question d'identité culturelle. 81% des Québécois reconnaissent le doublage fait au Québec, mais 75% des Québécois préfèrent un doublage fait au Québec. Nous sommes allés à la rencontre de cinéphiles qui, eux, sembleraient préférer le doublage réalisé par des Québécois. Je suis porté à dire que oui, je vais aller chercher la version québécoise parce qu'il y a quand même une différence, même au niveau du style, que ce soit en français de France ou en français québécois. Je verrais plus la version québécoise chez nous parce qu'en même temps, on fait travailler nos artistes d'ici. Puis je trouve important qu'on ait une certaine appartenance à notre culture québécoise. Le style va être différent. Tu as le langage, mais le ton n'est jamais pareil qu'avec la version québécoise, puisque le québécois a son identité propre comme la France. Donc c'est quand même deux clientèles complètement différentes. Au Québec, les gens sont un peu sont vers notre langue française québécoise, les Canadiens français, désolé d'utiliser le terme. Mais les gens vont préférer vouloir aller voir des films qui sont doublés par des Québécois plutôt qu'un film français parce qu'il y en a qui l'accent français, ça les énerve. J'étais allé visiter l'Europe un moment donné, puis je pense que c'était à Nice, ouais. On est allé voir Jurassic World, mais il y avait juste la version française, mais on voulait le voir, donc on est allé le voir. On a grincé un peu, mais tu sais, on a vu le film pareil, mais c'était correct. La langue utilisée dans les doublages au Québec est un français international. Le comédien-doubleur Frédéric Miller-Zouvi nous en parle. Le doublage fait au Québec n'est pas en québécois. Le doublage fait au Québec est en français normatif, comme je disais tout à l'heure, pour toute la francophonie. Un doublage fait au Québec peut passer partout. Il n'y a pas de régionalisme, il n'y a pas de slang, il n'y a pas de « on parle pas de même » à part dans Les Simpsons ou dans quelques rares films. Parfois, justement, il devient même nécessaire de faire ressortir le joual québécois pour que les téléspectateurs puissent s'identifier et apprécier davantage une série ou un film. Mon gendre est un amateur de cinéma. Bon, c'est pas du cinéma, mais je lui avais acheté à Noël le coffret des Simpsons.
après 15 secondes d'écoute, il est allé le retourner, c'était doublé en France. Ce qui fait que les Simpsons au Québec sont très populaires, c'est qu'ils sont justement doublés ici, et il y a beaucoup d'expressions québécoises, il y a beaucoup de choses qui fait qu'on se sent comme chez nous en écoutant les Simpsons, et les liens culturels américains qu'on a, il y a des liens qui sont faits avec des choses du Québec, et c'est ça qui est drôle. Alors, la version française, ça ne colle pas du tout. Doublé en France, au Québec ou ailleurs, un débat existe depuis longtemps. Frédéric en a été témoin il y a une vingtaine d'années. Tout le monde avait des T-shirts « On veut s'entendre ». Puis c'était déjà par rapport à Québec-France, par rapport au doublage dans les salles au Québec, on veut qu'il soit fait au Québec. Je crois vraiment que nos produits sont compétitifs et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de projets de Disney, de Marvel, de tout ça qui sont faits ici et qui sont très bien faits. Et vous, consommez-vous des films doublés ici? C'était Amélie Carrier pour Top Chrono. C'est tout pour aujourd'hui. Lors de notre prochaine émission, Benjamin Lévesque nous présente des tendances émergentes, et notamment un sujet de plus en plus sensible, la marijuana médicale. Alors que le gouvernement de Justin Trudeau tente de légaliser la marijuana récréative, la marijuana à des fins médicales reste coincée dans un flou législatif. Je me fais faire par une copine au Canada qui a fait cette huile-là et qui s'est guérie de son cancer du sein avec cette huile-là. Il faudrait vraiment mes enfants. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que faut juste le coupe délicatement. Tout sur ce sujet et bien plus encore. On se retrouve donc pour une autre émission d'information dans une semaine. Top Chrono.